Bonjour à tous, ce que j'ai pas vu. Je suis très content de pouvoir vous parler de performance dans le web, parce que c'est un talk que j'avais proposé plusieurs fois et il a fallu que Jules et Myriam m'aident à réécrire l'abstract pour qu'il soit enfin choisi. Mais donc on va parler de performance dans le web, et en fait on va même pas vraiment parler de performance. On va faire déjà... oh, on va déjà faire le constat que mes slides se sont mis dans le foutoir et que ça n'a rien à faire ici. Non, on va faire le constat que le web, il n'est pas très performant. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, je ne suis pas le seul à le dire, il y a pas mal d'études, il y a pas mal de métriques, notamment de HTTP Archive, qui montrent que le web, il n'est pas aussi performant que ce qu'on voudrait. Donc, il n'est pas performant, au moins il n'est pas suffisamment performant. Il pourrait être plus rapide. Il y a, il y a des mesures qui montrent en fait que depuis plusieurs années, depuis une décennie, on a le temps moyen d'une page web qui reste assez constant, alors que le débit moyen d'Internet, lui, il a fortement augmenté. On était à 5 mégabits seconde en 2010 et on est à 30 mégabits seconde aujourd'hui, alors que le temps de chargement d'une page sur un desktop, il est assez constant. Et ça paraît pas très naturel. On se dirait que plus la vitesse Internet est rapide, plus notre site web devrait s'afficher rapidement. Ce qui est encore plus flagrant, c'est sur le mobile. Sur le mobile, le temps de chargement, lui, il a augmenté. On a la vitesse moyenne qui continue à augmenter, comme sur le desktop. Mais sur le mobile, le temps de chargement d'une page, lui, il est de plus en plus lent. Il y a plusieurs facteurs à ça. Déjà, en fait, les utilisateurs, eux, ils ne cherchent pas forcément à avoir des matériels qui soient de plus en plus performants. Ils cherchent surtout à avoir un matériel qui leur coûte de moins en moins cher. Donc, il n'est peut-être pas très performant. C'est un des facteurs. Il y en a plusieurs, mais il y en a un assez principal, c'est que le poids de notre page, il a très fortement augmenté. Donc le poids de notre page, on va avoir le CSS, le HTML, les images, le contenu. Tout ça, on voit depuis 2010, on a fait quasiment plus de 1300% d'augmentation sur le mobile, 400% sur le desktop. C'est quand même assez impressionnant. Quand on essaye de regarder un petit peu le détail de la page, en fait, ce qui prend le plus de temps, ça va être ce qui est le plus lourd, ce qui est le plus augmenté, c'est le JavaScript. Hop, j'ai oublié de mettre un chrono. Voilà, on a le JavaScript qui a fortement augmenté depuis 2010, plus de 800% sur le mobile. Je suis désolé. Tac. Et du coup, l'augmentation du JavaScript fait que notre page, elle va être beaucoup plus lente à charger. On a le poids du JavaScript qu'il faut récupérer sur le device, l'interprétation du JavaScript, l'exécution du JavaScript, ce qui fait que ça rend l'affichage beaucoup plus lent. Il y a des métriques qui vont nous aider à vérifier que le web, notre application est performante. Donc, il y a notamment les Core Web Vitals qui existent. Là, il y a deux mesures qui vont m'intéresser. On a le Largest Content Paint, qui est le temps qu'il faut pour que le contenu principal s'affiche. S'il est en dessous de 2,5 secondes, on va considérer que le site s'affiche rapidement. S'il est au-dessus, on va avoir des efforts pour améliorer les performances. Il y a une autre mesure qui est le temps entre le moment où l'utilisateur interagit avec le système et le système répond. On essaye d'être en dessous de 100 millisecondes pour considérer que l'application est réactive. Au-dessus, on va avoir le sentiment que c'est lent, que ça lag. Et donc, il va falloir travailler là-dessus pour avoir notre application qui est performante. Après, il y a une autre mesure qui est intéressante, c'est si dans le chargement, on a le layout qui se déplace, qui se déforme et qui nous perd un petit peu qui perd l'utilisateur dans le flow de lecture du contenu. Donc celle-ci m'intéresse moins, mais il y a un score, s'il est en dessous de 0,1, on considère que c'est bon, ça reste stable, la page ne va pas complètement se déstructurer au fur et à mesure où ça charge. Donc, en voyant ça, on se rend compte que le web, il n'est pas aussi performant que ce qu'on aimerait. Le temps de chargement de nos applications sont lentes et sont de plus en plus lentes, alors qu'on aimerait que ce soit de plus en plus rapide avec le matériel informatique qui est plus rapide, la vitesse de connexion qui est plus rapide. On s'attend à ce que le web soit plus rapide. Pour comprendre un peu où on en est, je vous propose de faire un petit historique des différentes manières de faire le rendu d'une application. Alors s'il y en a qui ont fait du web avant 2010, à l'époque, il n'y avait pas 36 manières de faire, on faisait un rendu côté serveur. Donc une bonne vieille JSP ou un serveur en PHP. Et donc, j'ai essayé de faire des petits schémas. On a un utilisateur qui arrive avec son navigateur qui va demander à récupérer une page.
Donc il va envoyer une requête au serveur, et le serveur va fabriquer la page en récupérant des données depuis une API externe ou depuis la base de données. Il agrège les données et il fabrique le HTML, il fabrique le contenu de la page qui va retourner au navigateur. Le navigateur récupère la page et là on a une page qui est visible pour l'utilisateur, complète. C'est quelque chose d'assez classique. Et ça c'est ce qu'on faisait pendant longtemps. Ce mode de fonctionnement il était intéressant parce qu'il était performant dans le sens où on va utiliser les ressources du serveur, les ressources de l'entreprise, qui est assez performante. On va pouvoir bénéficier d'un système de cache, on va avoir des gigas de RAM, on va avoir des CPU assez costauds, qui vont nous permettre de calculer une page rapidement. Là où aujourd'hui, l'utilisateur... on va pouvoir retourner une page rapidement. Il y a un intérêt aussi, c'est que si on n'a même pas besoin de JavaScript pour faire ça. Donc si on veut cibler des vieux navigateurs ou des devices qui n'ont pas forcément de JavaScript, ça marche. On va aussi avoir une optimisation pour le SEO, puisque les scrollers ils vont être capables de comprendre facilement le contenu de la page et on va avoir un meilleur score, donc on sera mieux référencé. Après, ce mode de rendu, il a quand même des limites, puisque si jamais on veut ajouter de l'interactivité à nos pages, qu'on veut ajouter du dynamisme, on va pas pouvoir le faire facilement. Il faut rajouter du JavaScript, il faut changer des choses dans la page. Et c'est pas le mode idéal pour faire ce genre de choses. Il y a aussi un coût pour l'entreprise, puisqu'on va avoir besoin de serveurs assez puissants pour pouvoir calculer la page et retourner la page à l'utilisateur. Mais il y avait ce côté, le temps de chargement initial qui était rapide, qui était intéressant. Donc, ce mode de rendu, on va voir qu'il est encore d'actualité, mais il est un petit peu passé de mode. Aujourd'hui, on préfère faire du rendu côté client. Donc c'est tout ce qu'on va faire avec des frameworks comme Angular, comme React, comme Vue.js ou autres. Et donc le principe, c'est qu'on a un navigateur, on a un utilisateur qui, avec son navigateur, qui demande au serveur de nous retourner une page. Donc là, généralement, ça va être un CDN qui va retourner du contenu statique. Et il retourne du coup un fichier HTML souvent vide, il n'y a rien dedans, et juste les liens vers des ressources externes pour récupérer le CSS et le JavaScript. Donc le navigateur il récupère ça, il récupère le JavaScript, il récupère le CSS, et on va exécuter le JavaScript dans le navigateur pour pouvoir faire le rendu de notre application. Pour faire le rendu, on va récupérer des données sur un serveur distant qui va retourner au JSON ou autre, et à partir de ces données, on va pouvoir fabriquer la page dans le navigateur. Et donc, au bout de toutes ces étapes, on aura une page qui est visible pour l'utilisateur et une page avec laquelle l'utilisateur va pouvoir interagir. Il va pouvoir cliquer sur les boutons, il va pouvoir filtrer, chercher, il peut utiliser l'appli. Ce mode, il est intéressant quand on a besoin d'une expérience utilisateur un petit peu fluide ou une expérience utilisateur dans laquelle on a du dynamisme, des interactions. On veut pouvoir faire des rechargements partiels, on n'est pas obligé de recharger toute la page. C'est un mode de rendu qui est très adapté pour ça. Il y a aussi un intérêt pour l'entreprise, puisque du coup, on n'a plus besoin d'avoir autant de ressources sur le serveur. On n'a plus besoin d'avoir une infrastructure adaptée pour répondre à la charge. Tout est déporté sur le client. Donc ça nous coûte moins cher. Par contre, ça va coûter cher à l'utilisateur, puisque lui, il doit avoir un appareil suffisamment performant pour que ça se charge rapidement. Donc c'est un peu les lacunes de ce mode de rendu, c'est que si on n'a pas un ordinateur ou un téléphone qui est performant, on va avoir un temps de rendu qui sera assez long. Temps de rendu et aussi le temps pour interagir qui va retarder jusqu'au moment où l'utilisateur peut utiliser notre application. Et malheureusement, les utilisateurs, ils n'ont pas tous une puce M2, ils n'ont pas tous un téléphone avec 8 Go de RAM et un bon CPU. La plupart du temps, ils ont 4 Go de RAM, ils ont un CPU qui n'est pas très performant. Et ce mode de rendu, il n'est pas forcément adapté pour eux. Je ne sais pas si vous avez déjà débugué l'ordinateur de votre grand-mère ou de votre grand-père. Vous allez sentir que votre application ne charge pas aussi rapidement que sur votre super ordinateur de développeur. Néanmoins, c'est un mode de rendu qui est très adapté lorsqu'on a besoin de faire du rafraîchissement de contenu partiel, qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'interactions, beaucoup de dynamisme. Après, on a voulu chercher un petit peu à optimiser. On s'est dit, on a un mode de rendu sur le rendu serveur qui est performant, avec un chargement initial qui est rapide, et on a un rendu côté client qui permet d'avoir pas mal d'interactions. On s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de mixer les deux.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rendu côté serveur avec hydratation. On parle parfois d'isomorphisme, on parle aussi d'application universale. Il y a plusieurs termes qui permettent de désigner ça. Et le principe, ça va être d'avoir un navigateur qui demande au serveur la page. Le serveur, il fabrique la page avec les API externes ou les données de la base. Et il va retourner au navigateur une page complète. Donc ça, c'est exactement ce que fait le SSR. Sauf qu'en plus, on va lui retourner le JavaScript. Donc le navigateur, il va exécuter le JavaScript et il va... Alors, il y a une manière d'optimiser, mais globalement, il aura besoin de récupérer les données qui ont été faites par le serveur. Et à partir de ça, il va recalculer la page côté client et il va faire une sorte de transition entre ce qui a été généré par le serveur et ce que lui, il a généré pour pouvoir faire en sorte que l'application soit interactible. Alors, bon, il y a des manières d'optimiser, hein. Des fois, ce que fait le serveur, c'est qu'il renvoie les données aussi en même temps que la page. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire un appel externe pour optimiser un petit peu. Mais sur le principe, le navigateur va refaire le calcul de la page pour pouvoir faire en sorte que l'application soit utilisable par notre utilisateur. Donc, très intéressant parce qu'on va avoir les avantages du SSR avec un temps de chargement initial rapide, les avantages du client-side rendering avec une interaction réactive, une interaction du dynamisme qu'on peut proposer à l'utilisateur. Donc on va avoir l'avantage des deux écosystèmes. On va aussi cumuler les inconvénients, puisque la charge qu'on avait côté serveur, on l'a toujours, et on a aussi la charge côté client. Donc on a toujours un coût important pour l'entreprise, parce qu'il faut maintenir des serveurs, et on a finalement toujours un temps d'interaction pour l'utilisateur qui est assez long. Si jamais il n'a pas une bonne machine, il va pouvoir voir la page rapidement, par contre il ne pourra pas l'utiliser tout de suite. Donc c'est quand même un gain, c'est quand même une optimisation, mais c'est pas parfait. Il y a des variantes un petit peu à ça. Il y a notamment un rendu statique. Donc là, un peu le même principe que du server-side rendering, sauf qu'on va générer la page avant que l'utilisateur le demande. Donc au moment où on build ou périodiquement, on va calculer la page, fabriquer la page, et lorsque l'utilisateur demande au serveur de nous retourner la page, on va lui retourner ce qui a déjà été fabriqué. Après, on peut imaginer du coup retourner aussi du JavaScript pour que l'application soit re-rendue côté client et qu'on puisse proposer de l'interaction. Mais le principe là, c'est de générer la page en amont, comme ça, lorsqu'on demande la page, elle est déjà construite et c'est très rapide. C'est peut-être pas adapté par tous les cas d'usage. Si on a de la donnée qui doit être relativement fraîche là-dedans, calculer en amont, c'est pas forcément adapté. D'autres possibilités, toujours des petites variantes, on a le rendu côté serveur progressif. L'idée, c'est toujours de faire un rendu côté serveur, sauf que plutôt que retourner à l'utilisateur la page complète lorsqu'on l'a terminée, on va commencer à lui retourner le HTML au fil de l'eau. Donc par exemple, on peut commencer à fabriquer le header rapidement, hop, on envoie au client le header rapidement. Après, on continue à calculer le reste et on lui renvoie. Et donc la page de l'utilisateur va s'afficher progressivement. Alors, ça ne change pas le problème que du coup, si on a besoin d'avoir des interactions avec la page, il faudra avoir du JS qui s'exécute après, et le temps d'interaction va être assez long. Mais on a la possibilité d'afficher un premier contenu très rapidement. Autre possibilité, on peut faire une application universelle ou aussi rendu côté serveur avec hydratation. Donc, toujours, on va faire le rendu côté serveur. Et pour réhydrater la page, du coup, pour faire le rendu côté client et faire en sorte que l'application soit interactive, on peut le faire étape par étape. On peut imaginer qu'il y a un bout de la page qui est, je sais pas, par exemple, à la barre de recherche. On veut la hydrater tout de suite, comme ça l'utilisateur peut commencer à chercher et on va continuer à hydrater le reste en arrière-plan progressivement. Mais au moins l'utilisateur peut interagir avec un bout de l'application très rapidement. Donc, encore une variante pour optimiser. Et donc une fois qu'on a réhydraté, une fois qu'on a tout réhydraté, l'application est complètement interactible. Donc ça c'est intéressant, ça nous permet de comprendre un petit peu les différentes manières de construire nos applications web. Mais finalement, comment on fait pour que ça soit performant? Et il y a un pattern que je voulais vous présenter, qu'on appelle l'architecture en îlot, qui pourrait peut-être nous aider à ça. L'idée, ça va être du coup
de tirer le meilleur de chacune des stratégies de rendu, d'avoir de la performance, d'avoir aussi pas mal d'interactivité, d'avoir du rafraîchissement partiel, d'avoir aussi une productivité importante pour pour le développeur, pouvoir utiliser ces frameworks auxquels il a l'habitude, avoir des possibilités de tester ce qu'il fait, de partager, et donc d'avoir une développeur expérience qui soit la meilleure possible. Donc le principe de l'architecture en îlot, c'est qu'on va essayer de tirer profit du meilleur des différentes stratégies de rendu, et on va essayer de mettre mettre un petit peu tous les inconvénients de côté. Pour faire ça, on va imaginer notre application qu'on va découper en différentes zones, et dont chacune des zones va regrouper du contenu selon son niveau, selon son besoin d'interaction et de dynamisme. On a peut-être des zones dans notre application qui sont statiques, et des zones qui ont besoin d'avoir pas mal d'interactions, de pouvoir recharger régulièrement, de pouvoir avoir beaucoup de dynamisme. Et chacune de ces zones, c'est ce qu'on va appeler un îlot. C'est pour ça qu'on appelle ça une architecture en îlot. On va avoir différentes zones de contenu. Et pour chacune de ces zones, chacune de ces îlots, on va décider quelle est la stratégie de rendu la plus adaptée. Donc on pourrait avoir des îlots dans lesquels on va avoir un rendu côté serveur, puisqu'on veut un affichage rapide. On veut des îlots avec un rendu côté client, puisqu'on veut beaucoup d'interaction, beaucoup de dynamisme. On peut même imaginer avoir des îlots qui sont rendus et côté serveur et côté client. Et puis on peut aussi avoir des îlots qui utilisent les différentes variantes que je vous ai présentées, donc potentiellement un rendu SSR avec, en streaming. On a possibilité de mixer un petit peu toutes les différentes approches. Donc finalement, il n'y a rien de bien nouveau là-dedans. C'est juste un terme, l'architecture en îlot, qui va nous permettre de mettre du sens sur les différentes stratégies et choisir la meilleure, choisir la plus adaptée à notre cas d'usage. J'ai essayé de trouver quelques exemples. Il y a, par exemple, si on veut faire un blog. On va avoir une barre de navigation, une barre sur le côté, notre article, et puis éventuellement un espace de commentaires, de chat. Donc là, on peut se dire que la plupart de notre page, elle est statique. On pourrait la générer en amont ou on peut la générer sur le serveur. On a très peu d'interaction ou très peu de dynamisme. Donc sur ces îlots-là, on va décider de faire une stratégie de rendu côté serveur. Sur l'espace commentaire ou l'espace chat, là on veut de l'interaction, on veut pouvoir rentrer quelque chose, on veut pouvoir envoyer un commentaire, voir les commentaires des autres utilisateurs qui apparaissent au fil de l'eau. Et donc ici on pourrait imaginer une stratégie de rendu côté client. Sur le cas d'une banque, vous voulez aller sur votre espace pour voir combien de sous vous avez sur le compte. Bon, la navbar, elle peut être rendue côté serveur. On peut avoir notre liste de transactions qui peut être rendue côté serveur aussi, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un dynamisme important. Par contre, les filtres, pour pouvoir filtrer par date, par catégorie, là on veut un peu d'interaction, on veut un peu de JavaScript pour proposer de l'interactivité à l'utilisateur. Autre exemple, un site e-commerce. Bon, site e-commerce, on aurait un peu plus de dynamisme. On veut avoir la barre de recherche, les filtres qui vont influer sur ce qu'on affiche à l'écran. On veut avoir le panier qui s'actualise quand on ajoute des choses dedans. Voilà, donc le principe, on découpe en différentes zones, en différents îlots, et on décide pour chaque îlot quelle est la stratégie de rendu la plus adaptée. Ce qui va être intéressant avec ça, c'est que du coup, on va avoir un contenu initial qui se charge rapidement, grâce au rendu côté serveur. On va aussi avoir une expérience utilisateur qui soit adaptée, qui soit fluide, qui soit le plus optimisé possible, grâce au rendu côté client, grâce à toute l'interaction qu'on va pouvoir mettre. Et on va aussi pouvoir gagner en productivité avec une expérience de développeur qui soit le plus adaptée possible, avec des îlots qui peuvent être développés indépendamment, qui peuvent être testés indépendamment, qui peuvent être déployés indépendamment. Ça apporte beaucoup de souplesse. Si on veut mettre ça en place, alors on peut imaginer le faire à la main. L'architecture ici, elle ne nous dit pas comment le faire, elle nous explique juste les concepts, la stratégie. Donc on peut éventuellement le faire à la main. Sinon, il y a des frameworks qui ont émergé, qui s'appuient sur cette architecture et qui vont nous permettre de faire ça. Alors j'avoue que je ne les connais pas tous. Moi j'ai testé Astro, qui fait un peu le buzz ces derniers temps, et qui vraiment surfe sur la vague de l'architecture en îlot, qui va nous permettre vraiment d'écrire des îlots, et puis chaque îlot, on va dire, est-ce que je veux le rendre côté client, côté serveur, les deux. Après, il y a d'autres frameworks qui existent,
qui sont apparus avant le concept d'architecture en îlot et qui vont reprendre pas mal de concepts mais qui ne respectent pas tout à la règle. Il y a Marco, Quick que je connais pas mais qui pareil sont basés sur le principe d'architecture en îlot. Il y a React qui propose de faire des composants côté serveur. Donc on va avoir la possibilité d'avoir des composants qui sont rendus côté serveur, rendus côté client. Les deux si jamais on veut faire une application universelle. Donc React va récupérer pas mal de concepts de l'architecture en îlot. Je vous propose de vous montrer une démo avec Astro et avec Hotwire. Alors, si je retrouve... Donc ça, c'est mon application avec Astro. Si je vous montre au niveau du navigateur ce qui se passe. Donc là, j'ai demandé à récupérer la page. Le navigateur a envoyé pour récupérer une page et on voit que le serveur m'a retourné une page avec du contenu déjà généré. Si je vais sur la page ici pour avoir le détail d'une ville, alors on l'a vu passer, mais il y a une requête qui m'a permis de recharger toute la page ici et qui m'a retourné du contenu partiellement rempli. Donc il a rempli les parties statiques et la partie dynamique, elle va être faite par le client. Donc là j'ai un îlot ici qui demande à charger à faire le rendu de cette zone côté client. Donc à quoi ça ressemble? Hop, donc mon application Astro. Donc je définis différentes pages, exactement comment je pourrais le faire sur un rendu côté serveur. Donc là, par exemple, j'ai ma page d'accueil avec ma liste de villes. Et ici, ça va me permettre de faire un îlot qui sera rendu côté serveur. Donc là, je récupérais une liste de villes et je les affiche sur la page. Donc ça ressemble à du JSX, mais c'est pas tout à fait du JSX. Sur la page qui récupère le détail de ma ville, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours mes îlots qui sont faits côté serveur et j'ai ici un composant qui va être hydraté côté client. Donc pour lui dire que je veux l'hydrater côté client, j'ai un attribut client visible et donc il ne va pas être rendu côté serveur, il va être rendu uniquement côté client. Donc avec ça, je peux jouer, je peux dire est-ce que je veux que côté serveur, que côté client, les deux. Et Astro, ce qui est hyper intéressant, c'est que je peux développer des composants Astro, qui ressemblent comme ça à du pseudo JSX, et je peux aussi importer des composants d'une autre librairie. Donc là, j'ai fait le choix d'utiliser un composant Preact, qui va me permettre de récupérer mes données météorologiques et de faire le rendu de la page. Donc, il est assez intéressant parce que du coup, il est assez agnostique du framework. Il fait le rendu côté serveur, il peut aussi faire du rendu statique, on peut lui demander de générer des pages en amont. Et après, pour certains bouts de la page, on va pouvoir utiliser notre framework préféré, notre librairie de rendu préférée. Voilà, donc il est assez intéressant. Il est quand même très restant comme framework, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse faire tout ce qu'on veut avec. Mais pour un blog ou pour un site où on n'a pas trop de contenu, il sera assez adapté. Ensuite, j'ai essayé un autre framework qui est Hotwire. Donc, Hotwire, lui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il fait très peu de JS. Donc c'est celui-là. Donc quand je regarde sur ma page, hop, le serveur il me retourne une page ici. Donc une page qui a été générée, exactement comme Astro. Pareil, quand je vais sur le détail, hop, on voit qu'il m'a récupéré un bout de HTML déjà généré. Vous voyez peut-être pas très bien d'ailleurs. Et ce qui va être très intéressant, c'est que quand je vais demander à rafraîchir un bout de la page, en fait, ce que me fait... j'ai pas internet. Si. Ce que me fait Hotwire, c'est qu'il va me retourner du HTML. Donc en fait, Hotwire, il y a très peu de JS. C'est juste un peu de JS qui va permettre d'intercepter les événements d'interaction et va demander au serveur de lui retourner une page HTML et lui va remplacer dans l'application le contenu. Donc c'est toujours le serveur qui fait le rendu et le client il va juste injecter le template au bon endroit. Donc, bah, pareil, c'est pas du tout adapté à certains cas d'usage, mais dans le cas où on a besoin de très peu de dynamisme et qu'on a besoin de performance, ça peut être pas mal. Alors ce principe, je crois que GitHub ils s'en servent sur pas mal de pages. Ils n'utilisent pas Hotwire, mais ils utilisent un principe un peu similaire. Et quand on regarde pour le mettre en place,
moi j'ai fait le choix du coup de faire le rendu côté serveur sur la JVM. Donc j'ai un contrôleur Spring. Hop. J'ai un contrôleur Spring qui va générer avec du timeleaf le contenu de la page, mais j'aurais pu utiliser n'importe quelle plateforme, n'importe quel framework. Il faut juste avoir une API qui retourne du HTML. Et côté client, non pas côté client, côté template toujours. Hop, si on regarde par exemple le composant pour afficher les données de la météorologique d'une ville, en fait je définis des segments que j'appelle des turboframes, je leur donne un identifiant, et à chaque fois que je vais faire une interaction, que je vais agir avec mon application, par exemple, alors le turboframe, voilà, là quand je dis que je vais cliquer sur ce lien, Turbo, ce qu'il va faire en arrière-plan, c'est qu'il va me faire une requête qui va récupérer le contenu HTML que va me retourner ce service, que va me retourner cette API. Et lui, il va pouvoir injecter ça dans le contrôleur que j'ai déterminé. Alors, je ne sais plus où il le met. Ouais, il va pouvoir me réinjecter ça dans le contrôleur qui est associé, qui est Weather Controls. Donc, il va retourner un bout HTML et Hotwire va le réinjecter ici. Donc, il faut regarder un peu la syntaxe. On ne peut pas tout faire avec. Si après on veut rajouter un petit peu du JavaScript côté client, bah, ils le gèrent, ils ont un framework, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est très minimaliste, qui va juste permettre de faire des interactions et puis d'interagir avec les éléments du DOM. Mais si on veut faire quelque chose avec énormément d'interaction, énormément de dynamisme, c'est peut-être pas l'outil à privilégier. Et ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau des performances. Alors, ça va être une application que j'ai fait avec Angular. Hop, je vais générer un rapport de performance avec Chrome. J'aurais pu le faire en amont. Et en fait, on va voir que au niveau performance, on a quand même un bien meilleur score quand on est avec du Astro ou du Hotwire. Alors, Angular, il n'est pas très performant. Le premier temps d'affichage, il est de 3 secondes. Et le contenu principal, ouais, il met 3,1 secondes à s'afficher. Ce qui est quand même pas terrible et qui me donne une mauvaise note sur la performance de mon application. Si je regarde avec Hotwire, j'ai perdu Lighthouse. Donc Hotwire, c'est comment elle s'appelle la boîte qui développe ça? C'est Bootcamp qui développe ce framework. Et à la base, ils s'en servaient beaucoup avec Ruby on Rails. Hop, et là, on voit que le contenu principal, il a mis 1 seconde à être retourné. Et le premier contenu, lui, il a mis 700 millisecondes. Donc on est quand même clairement mieux. On respecte les Core Web Vitals, les métriques qui étaient données. Et si on regarde sur Astro, bon, on va être sensiblement pareil. On devrait être un petit peu en dessous de la seconde. Voilà. On est un peu pareil, puisque le rendu est fait côté serveur et qu'on va pouvoir du coup afficher très rapidement à l'utilisateur un contenu. Il faut savoir aussi que là je fais mes tests sur ma machine qui est performante, mais sur un test sur une machine utilisateur pas très performante, potentiellement Angular il aurait eu une note encore pire parce qu'il aurait eu besoin d'exécuter le JavaScript sur son ordinateur avec peu de mémoire, peu de CPU, surtout avec peut-être son Teams qui tourne à côté, d'autres applications qui bouffent RAM et CPU. Et donc on aurait eu une note, un temps d'affichage vraiment très lent. Alors que un rendu côté serveur, lui, va améliorer les choses. Et après, pour l'interaction, on va pouvoir utiliser le rendu côté client. Donc voilà un petit peu pour ma démo, pour la petite démo. J'aurais bien voulu prendre le temps de tester les autres, mais voilà, j'ai pas pu tout tester. J'ai fait beaucoup plus rapide que ce que je pensais, c'est pas grave. Donc moi, le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'il y a des tendances, il y a des manières un peu plus à la mode de faire. Aujourd'hui, on est plutôt dans la tendance à faire du rendu côté client avec du Vue, du React, du Angular. Mais ce qui va être important, c'est plutôt de choisir la techno qui sera adaptée au cas d'usage, qui sera adaptée à nos utilisateurs.
Donc une techno qui va nous permettre de répondre à des besoins de performance, des besoins d'accessibilité, des besoins de référencement si on fait un site tout public, mais aussi avoir des outils qui sont confortables pour le développeur. Alors pas confortables pour se faire plaisir, mais confortables dans l'idée d'aller vite, et de pouvoir, pouvoir déployer rapidement et de pouvoir développer rapidement. Donc il faut se poser la question, quand on démarre un projet, choisir la stratégie de rendu la plus adaptée, et donc la technologie associée la plus adaptée. L'architecture en îlot que je vous ai présentée rapidement, elle ne va pas permettre de répondre à tous les cas d'usage. Elle va être intéressante quand on veut trouver un bon compromis entre performance et interaction. Elle ne permettra pas du tout d'avoir énormément d'interactivité, énormément de dynamisme. Si c'est un besoin pour vous, là, les stratégies de rendu côté client seront très adaptées. Par contre, si voilà, on a du contenu qui est moyennement dynamique et qu'on a besoin de performance, ça peut être un très bon outil. Quand même faire attention aussi, parce que c'est un concept qui est assez nouveau. Je crois qu'il est apparu pour la première fois en 2019 par Jason Miller, c'est celui qui développe Preact. Donc c'est pas encore très répandu. Il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. Astro commence à faire pas mal de bruit. Donc c'est plutôt une bonne chose et je pense que c'est encourageant pour le web dans l'idée de faire quelque chose qui soit maintenant performant. Voilà pour moi. Je vous ai mis quelques petits liens si vous voulez en savoir un peu plus. Et merci. Ouais, je sais pas où est le micro. Je vais le passer. Là, tu as pris l'exemple d'une application Angular. Dans l'exemple Angular que tu as, est-ce que tu avais déjà du lazy loading ou tu avais... Ouais, c'est vrai que j'ai une application Angular qui est déjà un petit peu optimisée, qui n'est pas parfaite. Alors c'est clair que pour avoir un exemple peut-être plus pertinent, j'aurais dû choisir du React ou du Vue qui aurait une performance un peu mieux, mais on serait quand même, autour de 2-3 secondes de chargement, quoi. Bon, j'enchaîne du coup, je sais pas s'il y a d'autres questions. Dans Chrome, etc., il y a moyen de faire du throttle sur le network. Là, le plugin Lighthouse que tu utilises, est-ce qu'il permet de faire ce genre de truc aussi? Est-ce que tu parles de l'utilisation du CPU? Est-ce que c'est possible de simuler justement des devices qui sont moins performantes? Tu peux pas le faire directement avec Lighthouse, mais après, tu as un des onglets où tu peux rajouter ton throttle et tu peux enregistrer. Tu peux enregistrer un scénario et lui demander de rejouer ce scénario. Après, ouais, je pense qu'il y aurait pas mal de choses que tu pourras pas automatiser, mais ça peut donner un indicateur, quoi. Et là, sur le projet sur lequel je suis, on a voulu mesurer que l'application n'était pas très performante sur les navigateurs, sur les devices qui sont pas très bons. Et il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent de savoir ça, quoi. Donc j'ai dû installer une VM sur AWS avec peu de RAM, peu de CPU. Et même avec ça, en fait, la mesure n'était pas très pertinente parce que j'avais pas d'autres choses qui tournaient à côté. Nous, nos utilisateurs, c'était pas performant quand ils avaient un Teams, quand ils avaient un Microsoft Office à côté, qu'ils avaient plein de choses qui travaillaient, quoi. Et donc mesurer ça, j'ai pas trouvé d'outils pour le faire, quoi. Je voudrais savoir, est-ce que c'est pas un peu similaire au micro front-end, cette approche en îlot? Ouais, il y a quand même pas mal de choses communes. Déjà dans l'idée d'avoir des composants qui peuvent être maintenus, déployés et testés par des équipes différentes. Et aussi d'avoir des technologies différentes. Après, pour moi, le micro front-end, il ne va pas chercher à regarder pour avoir un rendu côté serveur ou rendu côté client. Le micro front-end, il est plutôt adapté quand tu fais une stratégie que côté client. Ok. Après, je ne suis pas expert micro front-end, mais c'était ma compréhension des choses. Je me demande un peu comment tout ça peut, ou si ça devrait, s'intégrer avec tout ce qui est design system d'un produit, par exemple une application type e-commerce mano mano. Est-ce que ça veut dire que c'est complètement lié à la façon dont on va créer le design system des différentes composantes, ou est-ce que c'est deux choses qui vont évoluer complètement séparément? Ça peut, dans le sens où peut-être que ton design system, on peut imaginer qu'il soit qui est des bouts design system, donc des îlots qui pourraient être rendus que côté serveur, d'autres où il y a besoin de pas mal d'interactions pour afficher, je sais pas, une pop-up, une modale, du coup on a besoin de JavaScript,
et peut-être des éléments de design system qui sont juste de l'affichage, et dans ce cas-là, on peut faire du rendu que côté serveur. Donc ouais, ça pourrait être intéressant d'avoir une démarche et de réfléchir pour chaque élément du design system, où est-ce qu'on veut le rendre et pourquoi on veut le rendre de cette manière. Ouais, est-ce que t'as pas peur que ça complexifie un petit peu davantage le développement front? Parce que du coup, au final, si j'ai bien compris, tu vas avoir des parties qui seraient traitées avec le framework classique React, Vue, etc. Et des parties où la vue, elle serait directement générée par le back-end, donc potentiellement pas par les mêmes développeurs. Donc du coup, tu aurais plus de communication entre le développeur back et front. Et en plus, les fronts, potentiellement, ils pourraient être amenés à jouer avec leur framework classique plus Astro ou Hotwire. Alors oui, je pense que ça va complexifier. Après, peut-être que c'est pas très grave. Peut-être que si on veut avoir un web qui soit performant, un web qui réponde vraiment aux usages des utilisateurs, c'est peut-être un coût à payer, quoi. Aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir des choses qui sont moins complexes à développer et qui sont moins performants. Donc c'est peut-être un curseur à positionner. Et en deuxième élément de réponse, aujourd'hui, tu vois, c'est encore pas très mature comme écosystème, mais j'ai bon espoir que demain, tes composants que tu as fait en React, tu vas pouvoir leur dire je veux les faire côté client et côté serveur, et pouvoir les mixer avec d'autres composants qui sont dans d'autres technologies et qui sont peut-être développés par d'autres équipes. Donc, je pense qu'il y a un écosystème qui va émerger et qui va permettre de répondre aux différents cas d'usage, quoi. À la fois pour les petites équipes où on ne peut pas se permettre d'avoir différentes équipes de développement pour faire chacun des îlots, et à la fois pour les grosses applications où tu as besoin d'avoir des équipes différentes pour chacune des pages ou chacune des îlots. Pas d'autres questions? Eh ben, merci bien.